All rise. Feu voor de V. Please be seated. Le président, vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic. Maître Ivetic, Monsieur le Président, l'accusation veut également vous faire croire que, vu un grand nombre de obus qui étaient dirigés sur Sarajevo pendant des attaques à de différents moments du conflit, ces pilonnages ont ipso facto violé le principe de proportionnalité et de choisir de façon sélective des cibles. Le fait est qu'une attaque ou une série d'attaques qui sont des attaques d'une grande ampleur ne sont nécessairement pas considérées comme des attaques excessives sans justification militaire. Il est dit que l'avantage concret et direct d'un militaire représente la combinaison des éléments prévus par celui qui lance l'attaque au moment pertinent. Et cela veut dire que cet avantage ne doit pas être nécessairement lié à des contextes temporaires ou géographiques, à l'objet de l'attaque. En d'autres termes, ce principe de proportionnalité d'une attaque doit être perçu par rapport aux opérations ou aux conflits dans leur intégralité et par rapport aux objectifs militaires. Cette approche a été adoptée par un certain nombre de pays dans leur manuel militaire: Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, les États-Unis, Allemagne, Italie et, le plus important, l'ancienne Yougoslavie. C'est ce qu'on voit dans la diapositive. Donc, l'objectif militaire principal du RSK était d'obtenir la cessation complète des hostilités à Sarajevo. Et par rapport à cela, ils ont agi uniquement en conformité avec la stratégie de la légitime défense. Ils n'ont pas cherché à prendre Sarajevo ou d'avancer ou de faire avancer leur position. Et c'était pour l'unique raison de se défendre contre les attaques de l'armée BIH. L'accusation souligne cela dans leur mémoire en clôture, en particulier lorsqu'il s'agit des opérations ETS, Lukavats 93 et Pantsir 2. Of the prosecution final brief. Paragraphe 938 et 956 de mémoire clôture de l'accusation. Et l'accusation suggère que les directives connexes sont la preuve d'un projet criminel commun. Une bonne évaluation de la proportionnalité requiert que l'on comprenne l'objectif pour lequel une attaque a été lancée. Pour le SRK, il s'agissait des deux objectifs que je viens de mentionner: la défense de sa position et la cessation complète des hostilités. Le soi-disant bombardement, dont il est question au paragraphe 779 du mémoire en clôture de l'accusation, qui a censément eu lieu le 21 mars 1993, est, comme les preuves le démontrent, un acte de légitime défense contre une attaque intensive de la BIH contre
une voie d'approvisionnement essentielle pour le SRK, la route Palais-Lukavica. Voir le témoignage de RM 176. En tant que voie d'approvisionnement essentielle, la route était d'une importance significative pour le SRK et pour sa capacité à défendre sa position. Les zones censément touchées par ce pilonnage contenaient toutes des objectifs militaires clés. Les témoins Slevdovac, Sladoye et Gino en parlent. Compte tenu des difficultés auxquelles le SRK aurait été confronté pour défendre leur position si l'attaque de la BH avait abouti, le pilonnage intense mais court de ces cibles était de toute évidence proportionnel. Et les preuves ne font état, en fin de compte, d'aucun dommage collatéral. Les faits répertoriés G1 et G2 prouvent que le SRK agissait conformément à son objectif de résoudre de manière permanente le conflit à Sarajevo. En mettant en œuvre la campagne au G1, je cite, toutes les cibles militaires qui se trouvaient dans la zone de Sarajevo faisaient partie du plan de combat. Fin de citation. Compte rendu d'audience, page 4990. Les ordres de Mladic avaient été interprétés comme s'appliquant uniquement à des objectifs militaires valables, dont beaucoup étaient situés dans la vieille ville, où, selon le témoin de l'accusation Wilson, l'essentiel des tirs semblait se concentrer. Compte rendu d'audience, page 3970. Aucune autre preuve n'est présentée selon laquelle des objectifs non militaires étaient visés systématiquement. Dans le contexte d'attaques constantes et durables de la BH sur les positions du SRK, l'absence de négociations de paix par les voies diplomatiques et politiques et la volonté explicite d'Izetbegovic de poursuivre le conflit à Sarajevo à tout prix, on peut comprendre qu'une cessation complète des hostilités n'aurait pas pu être mise en place à Sarajevo sans une utilisation d'une force importante. Toutefois, la cessation des hostilités aurait non seulement permis au SRK de réaliser son objectif à Sarajevo, mais aurait également sauvé un nombre d'innombrables vies et des millions de dollars pour les deux parties. L'avantage militaire prévu était dès lors considérable. Des attaques intensives et prolongées de cette nature ont été utilisées par d'innombrables armées dans le monde entier pour réaliser leurs objectifs. De tels assauts sont souvent qualifiés d'assauts de choc et stupéfaction, ou de stupeur, ou de dominance, ou domination rapide. Et je voulais passer à huis clos partiel. Le président, passons à huis clos partiel. Que dans les circonstances, l'attaque était proportionnelle.
Nous pouvons revenir en audience publique. Président d'audience publique, greffier d'audience publique. Merci, vous pourrez poursuivre, dit le président. Maître Vitich, compte tenu de la nature anticipative du principe de la proportionnalité, le fait que le SRK n'ait pas réalisé l'objectif qu'il entendait réaliser ne rend pas l'attaque illicite. C'est l'affaire dont nous avons parlé sur les citernes de mazout, pages 63 à 66. Et cela ne prouve pas non plus l'accusation de terreur. Étant donné que chaque assaut était justifié sur le plan militaire, qu'il s'agisse d'actes de défense contre une menace immédiate, d'un repositionnement pour améliorer les défenses contre une menace prévue ou de tentatives pour mettre fin au conflit pour éliminer la menace, le SRK ne peut pas être considéré comme ayant agi pour répondre à l'objectif premier de répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo. Je vais à présent passer à l'utilisation des bombes aériennes modifiées à Sarajevo. L'accusation prétend que l'utilisation des bombes aériennes modifiées dans les dernières années de la guerre a été particulièrement disproportionnée. Mais au contraire, lorsque l'on évalue la proportionnalité d'une attaque, ceux qui la planifient, la lancent ou répondent à une autre attaque ont le droit de tenir compte de l'arsenal disponible et des besoins futurs de leur armée. À l'époque, selon des preuves où les bombes aériennes modifiées ont été utilisées, le SRK souffrait d'une grave pénurie d'artillerie et d'armement. Dès 468, 686 et 535. Compte tenu de leur stock limité, l'utilisation des seuls mortiers aurait épuisé leur stock à un tel point qu'ils n'auraient plus pu se défendre efficacement contre les attaques de la BH. C'était une considération particulière parce que, en dépit de ce que l'accusation veut vous faire croire, les preuves montrent que la BH était devenue considérablement plus forte et mieux armée pendant la guerre, dès 468, paragraphes 17 à 19. Le SRK étant... Si le SRK était dépourvu de mortiers et d'artillerie en suffisance, on pensait que la BH pouvait percer les lignes du SRK et massacrer les civils qui vivaient dans le territoire protégé par celui-ci. Ce n'était pas déraisonnable. La préservation d'une variété était dès lors importante et représentait un avantage militaire pour ce qui est de la capacité des SRK à se défendre contre les attaques de la BH. Et c'est pour cette raison, et pour aucune autre, que les bombes aériennes modifiées ont été conçues, construites et utilisées par le SRK à Sarajevo. Elles n'étaient pas, comme le prétend l'accusation, introduites pour terroriser la population civile de Sarajevo. Et elles n'étaient pas, comme le prétend aussi l'accusation, conçues par des amateurs, imprécises et improvisées par le SRK. Au paragraphe 1005 et 1006, même de son mémoire en clôture, même l'accusation reconnaît que ces bombes aériennes modifiées ont été conçues par des experts, construites dans l'une des plus grandes usines de production d'armes spécialisées de l'ancienne Yougoslavie, Pretis, et soumises à toute une batterie de tests avant leur distribution et utilisation. Les bombes aériennes modifiées étaient également accompagnées d'une table de tir détaillée. Une table de tir, il faut-il le relever, que dément l'accusation dans sa tentative désespérée de corroborer ses accusations contre le général Mladic,
l'accusation a prétendu que ces tables n'existaient pas. Donc l'utilisation des bombes aériennes modifiées ne peut pas être considérée comme disproportionnée ou illégitime. Je voulais à présent parler des accusations ou des affirmations d'accusation selon lesquelles le pilonnage indiscriminé de Sarajevo est prouvé par l'impact occasionnel d'un ou deux obus dans les zones résidentielles de Sarajevo. Par exemple, au paragraphe 778 du mémoire en clôture de l'accusation. L'accusation prétend également que des tirs embusqués qui sont illicites sont prouvés par la mort des civils par balle. Il faut relever d'emblée que l'accusation n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que ces obus aient été tirés délibérément vers ou sur par le SRK sur ces quartiers ou que l'on ait tiré délibérément sur des civils avec des fusils de précision. L'on sait que la précision d'une arme dépend de plusieurs facteurs, notamment la météo et les conditions atmosphériques. Témoin 1000, page 55-25. Et il y a également des variations entre les armes d'un même type. Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on analyse des faits tels que G6, dans lequel l'accusation prétend que le SRK a tiré 3 obus rue Gatilova et rue Bosanska à Adipachino-Polier, passant totalement sous silence le fait que son propre témoin a reconnu que la caserne Kulinban de l'RBH était située de l'autre côté du bâtiment touché par le mortier. Compte rendu d'audience 4293. Et le procureur a fait étalage d'une ignorance apparente en demandant au témoin s'il le connaissait personnellement, M. Kulinban. La caserne Kulinban était à 150 mètres seulement, comme on peut le voir dans D82, à l'intérieur de la zone d'impact d'un système de mortier, comme en a témoigné le témoin de l'accusation Amil. La majorité des dégâts infligés aux objets civils à Sarajevo est intervenue aux alentours du front. Seuls très peu de dégâts ont été infligés à des zones plus éloignées. P640, page 16. L'accusation n'a pas prouvé que Mladic ait délibérément ordonné le pilonnage de ces positions ou que le SRK les ait attaqués délibérément. De ce fait, l'accusation ne peut pas prétendre que ces impacts non volontaires d'obus et de balles, si ils étaient causés par le SRK, n'étaient pas le résultat des conditions météorologiques, d'armes défectueuses ou de variations naturelles entre les armements. Dès lors, les attaques du SRK sur Sarajevo ne peuvent pas être considérées comme illicites ou cherchant à répandre la terreur du simple fait que quelques incidents, un petit nombre d'incidents de pilonnage et de tirs embusqués auraient touché des cibles non militaires. En fait, on peut même dire que c'est toute la ville de Sarajevo qui était une cible militaire légitime dans sa totalité. Comme le sait le tribunal, l'article 3C du statut, le droit international général interdit les attaques ou bombardements des villes non défendues, quels qu'en soient les maillots. Toutefois, Sarajevo ne répond pas aux conditions du statut de ville non défendue, compte tenu de l'intensité des activités militaires qui ont eu lieu. Selon
Selon la théorie et la pratique militaire de la Bosnie-Herzégovine et de la RSFY, pour qu'une ville soit considérée comme non défendue, ce fait doit avoir été reconnu par les parties en présence, ou en tout cas, un certain nombre de conditions doivent être remplies, comme par exemple l'absence de forces armées et d'activités de nature militaire sur place. Nous le trouvons inscrit dans les instructions militaires de la Bosnie-Herzégovine 1992, ainsi que dans le manuel militaire de la RSFY pour 1988. Le droit international impose que la ville en question soit reconnue par les parties belligérantes en tant que ville ouverte, ou, à défaut de cela, qu'elle remplisse certaines conditions préalables, telles que l'absence de toute défense et de toutes forces armées. C'est ce que l'on voit dans un très grand nombre de manuels militaires, et notamment dans les manuels militaires du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Belgique, de l'Allemagne et des États-Unis. Le président interrompant, je voudrais m'assurer d'un point. Est-ce que l'accusation soutient que Sarajevo était une ville non défendue? Monsieur Tiger, je ne crois pas que l'on trouve ce point en tant qu'argument développé dans le mémoire en clôture. Je ne crois pas que vous ayez entendu ces mots dans la bouche de M. Weber lorsqu'il a présenté ses arguments, mais vous entendrez notre réponse, c'est-à-dire l'affirmation de notre position par rapport à la défense dans notre réplique. La question n'est pas centrée sur ce point. Nous disons que ce n'était pas une raison suffisante pour mener une campagne de terreur illégale. Le président, non, j'évoque ce point, Maître Ivetic, parce qu'apparemment vous avez répondu à une position. En tout cas, c'était une tentative de votre part dans votre mémoire en clôture en déclarant que la ville de Sarajevo n'était pas non défendue. Donc, n'oubliez pas ce point pendant la procédure. Veuillez procéder, Maître Ivetic, je le ferai, Monsieur le Président, mais l'accusation mène ses poursuites au titre d'un article du statut et je crois qu'elle nous a poussé et que nous devons répondre à ce point. Monsieur Tiger, de quel statut parle Maître Ivetic? J'aimerais que vous lui posiez la question, Monsieur le Président, comment il parvient à intégrer cet élément à l'argument de l'accusation. Maître Ivetic, j'ai simplement donné lecture d'un point. Je ne suis pas ici pour participer à un débat, Monsieur le Président. J'aimerais pouvoir poursuivre, le Président. Nous sommes ici pour entendre les réquisitoires et plaidoiries, et c'est à la Chambre, dans la mesure où nous avons des interrogations sur tel ou tel point, nous devons obtenir la réponse que nous cherchons à obtenir par rapport aux propos de la partie adverse. Nous sommes ici pour obtenir des éclaircissements. Mais veuillez procéder, n'oubliez pas cela, ce que je viens de dire. Maître Ivetic, d'accord. Le président, Monsieur Mladic, il vous est interdit de parler à haute voix. Maître Lukic, pourriez-vous prendre le temps nécessaire pour suivre votre conversation avec votre client sans que chacun puisse l'entendre? Maître Lukic, c'est exactement ce que je m'efforce de faire, Monsieur le Président. Le Président, bien. Sinon, il pourrait peut-être conserver ses arguments ou ses commentaires jusqu'à la prochaine pause. Maître Ivetic, puis-je poursuivre? Le Président, oui, dès lors que M. Mladic aura cessé de parler à haute voix. Le Président, merci. Nous avons compris que vous souhaitiez citer le droit. Veuillez poursuivre, Maître Ivetic. Comme chacun le sait désormais, Sarajevo a été la scène de combats soutenus et importants. Monsieur le Président, apparemment, l'interprétation n'est plus entendue par mon client. Le Président, Monsieur Mladic doit cesser de s'exprimer de façon audible pour nous. Maître Lukic, mais il vient de se plaindre du fait qu'il n'entendait pas l'interprétation et il voulait vous en informer. Le Président, ceci est tout à fait admissible. Est-ce que les personnes qui écoutent le BCS peuvent vérifier
Si le son leur parvient, Maître Lukic, maintenant tout va bien, le président d'accord. Lorsque vous n'entendez pas l'interprétation, Maître Lukic, il va sans dire que M. Mladic peut toujours en informer la Chambre. Veuillez procéder, Maître Ivetic. Maître Ivetic, l'imposition d'un accord de démilitarisation ayant échoué en 1994, il n'y a jamais eu d'accord stipulant le statut de Sarajevo en tant que ville ouverte. Bien au contraire, même si cela peut déplaire à l'accusation, les éléments de preuve démontrent que la ville a été à tout moment occupée par le personnel de l'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'elle a abrité un nombre important d'objets militaires, faisant de Sarajevo en conséquence une ville défendue. Par ailleurs, l'emplacement stratégique de Sarajevo, sa capacité industrielle et la nature même de la ville en font sans nul doute possible une ville qui a contribué de manière effective aux actions militaires. Il s'agit de la capitale du pays et du centre urbain le plus important de Bosnie-Herzégovine, ce qui, ipso facto, fait de sa destruction, de sa capture ou de sa neutralisation un avantage militaire incontesté. De plus, la neutralisation des troupes de la Bosnie-Herzégovine présentes dans la ville offrait un avantage militaire incontestable. En conséquence, Sarajevo répond aux conditions d'une définition de cette ville en tant qu'objet militaire légitime, voire article 52, paragraphe 2 du protocole additionnel numéro 1 1977. Ce qui rend d'autant plus horrible le refus de l'armée de Bosnie-Herzégovine d'autoriser la population de Sarajevo à quitter la ville. En tant que telles, les attaques qui visaient cette ville étaient effectivement des attaques légitimes et l'accusé ne peut pas être tenu responsable d'avoir rempli ses responsabilités en tant que général de l'armée dans les limites imposées par le droit. Tous ces points ont été discutés ce matin et mènent à la conclusion, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'il n'y a eu aucun plan criminel destiné à ou mis en œuvre à Sarajevo et encore moins une quelconque modulation d'une campagne supposée qui aurait utilisé cet effet de levier pour imposer un accord aux dirigeants bosno-musulmans. En dépit des tentatives de l'accusation de vous faire croire le contraire et des omissions délibérées qu'elle commet par rapport au contexte, les éléments de preuve nous démontrent que les actions du SRK étaient militairement justifiées, car répondant aux attaques de l'armée de Bosnie-Herzégovine et destinées à améliorer ses positions défensives et à tenter de mettre un terme au conflit de Sarajevo. Au vu de cela, il n'est pas permis de dire que le but premier du SRK aurait consisté à terroriser la population civile de Sarajevo. Il n'y a pas eu de jeu sur les bombardements consistant à en accroître ou à en diminuer l'intensité à volonté. En fait, ce jeu d'intensification ou de désintensification allégué par l'accusation concorde uniquement avec des accords majeurs négociés pendant la durée du conflit, un accord qui a été remanié totalement par Izetbegovic d'ailleurs, et qui aurait du mal à prouver l'existence d'une campagne modulée de la part de la VRS et de la Republika Srpska pour manipuler les opposants afin qu'ils agissent conformément à ses désirs. L'accusation n'a jamais mis en œuvre le moindre lien entre cette désintensification voulue du conflit et la progression de ce conflit dans d'autres zones de la Bosnie-Herzégovine. De quelle façon, par conséquent, Sarajevo aurait-elle été utilisée en tant que levier? En fait,
La cause de l'accusation est si faible qu'elle ne réussit même pas à démontrer l'existence d'un quelconque lien entre le SRK et les pics de bombardement ou les diverses attaques dont l'accusation parle au paragraphe 770, 777 et 797 de son mémoire en clôture. Au vu des innombrables éléments de preuve qui démontrent la propension de l'armée de Bosnie-Herzégovine à prendre pour cible ceux qu'elle représente, ces pics ne sont que la preuve du fait que il n'y a pas eu modulation du conflit de la part du SRK ou du général Mladic, mais qu'il est très possible que ces pics et ces désintensifications du conflit aient illustré uniquement le cours ordinaire de toute guerre. Les allégations selon lesquelles l'aide humanitaire a été restreinte ou interdite sans la moindre raison et que cela faisait partie d'une espèce de complot destiné à répandre la terreur ou à utiliser Sarajevo en tant que monnaie d'échange pour les négociations, pour reprendre les mots utilisés par l'accusation, ne sont qu'une, entre guillemets, théorie du complot. Citant le mémoire en clôture de la défense, page du compte-rendu d'audience 44 502, M. Weber a sélectivement omis d'évoquer les éléments de preuve très nombreux qui démontrent l'utilisation abusive généralisée des aéroports et des convois d'aide humanitaire pour fournir illégalement armes, munitions et matériel militaire à l'armée de Bosnie-Herzégovine. Les éléments de preuve qui démontrent qu'une fois que ces matériels ont été saisis et parfois même en dépit de la présence de ces matériels introduits illégalement, eh bien, il démontre que l'aide humanitaire à ce moment-là a été autorisée à se poursuivre. En fait, une enquête du HCR des Nations Unies, entreprise en 1993, a permis de découvrir que plus de 2500 tonnes de vivres ont été stockées et que seule une fraction de cette aide est parvenue effectivement jusqu'aux civils, situation qui a peu changé pendant tout le cours de la guerre. Un rapport de 1994 permettant de découvrir que moins d'un tiers de cette aide est arrivée jusqu'à la ville et aux civils qui l'habitaient. Il est ridicule de penser ou de dire que l'accusé aurait joué sur les approvisionnements en gaz, en eau et en électricité pour terroriser la ville de Sarajevo. Ces éléments, ces arguments n'ont que peu d'efficacité pour prouver l'affirmation de l'accusation selon le général Mladic aurait joué sur ces approvisionnements et ces services pour s'en servir en tant que monnaie d'échange dans les négociations. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je pourrais m'étendre longuement sur le discours prononcé devant la 16e séance de l'Assemblée que l'accusation a largement utilisé pour affirmer que ces propos prouvaient une intention supposée du général à s'engager dans un plan criminel commun. Mais nous avons déjà parlé de ce sujet et par conséquent, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit au sujet de ces éléments de preuve. Comme nous le voyons dans la partie du texte consacrée à l'entreprise criminelle commune, il est beaucoup question de la responsabilité de la VRS et du SRK. Mladic était un militaire, le peuple serbe ne pouvait pas non plus admettre qu'il exprime un désaccord public vis-à-vis de son commandant suprême qui était Karadzic. Les conversations entre Mladic et Karadzic se sont donc déroulées le plus souvent à huis clos, même si des éléments de preuve significatifs démontrent qu'il y a eu, y compris des désaccords, des querelles entre Karadzic et Mladic. Nous le voyons dans un certain nombre de documents. Le même commentaire peut s'appliquer au rapport que Mladic entretenait avec un certain nombre de ses subordonnés, en particulier Galic et Milosevic. Dans la pièce P 1052, pages 7 à 8, il est indiqué que Karadzic et Krajišnik convoquaient souvent Milosevic pour qu'il vienne discuter des opérations, des plans opérationnels concernant Sarajevo avec eux.
Karadzic n'a pas invité le général Mladic à quelque rencontre que ce soit, qu'elle soit à composition limitée ou à composition plus large. Il est simplement question de contact et d'invitation adressée au commandant du SRK par le général Milosevic. En plusieurs occasions, Milosevic a répondu à ces invitations par le commandant du SRK adressé à Milosevic, correction de l'interprète. En plusieurs occasions, Milosevic a répondu à ces invitations, ce qui a provoqué des réprimandes de Mladic à son égard, qui l'a averti qu'il lui était interdit de se rendre à de telles discussions sans son accord. En raison du comportement de Karadzic et de Krajišnik, en raison de tels comportements, Karadzic et Krajišnik se sont même querellés avec lui et il leur a été répondu que des officiers subordonnés ne pouvaient pas répondre à des convocations sans qu'il en soit informé. Trouve-moi le passage. Pour reprendre les propos de M. Tiger, grattez la surface comme il l'a dit et vous trouvez la vacuité totale de sens des allégations de l'accusation. L'accusation parle de meurtre et d'attaque illégale, de terreur et elle évite de citer certains éléments du contexte qui seraient plus aptes à prouver l'existence ou la non-existence de ces crimes. Elle bombarde les juges de la Chambre de chiffres, d'images, de nombres aptes à provoquer leur adhésion pour mieux masquer le fait qu'elle n'a pas réussi à satisfaire à la charge de la preuve obligatoire par rapport aux charges alléguées. Elle s'efforce donc de montrer les souffrances infligées à toute la population pendant le conflit et en regardant ces images, en écoutant ces témoignages, il est impossible à quelque être humain que ce soit de ne pas ressentir une émotion. Cette émotion provoque chez la plupart des humains la tendance à se hâter de conclure sur la base de ce ressenti. Et ce faisant, il est aisé d'oublier que le conflit doit être vu sous différents angles et qu'à partir de l'intérieur de Sarajevo, la plupart où étaient stationnés la plupart des représentants internationaux et des représentants médiatiques, ces images et ces vidéos ne donnaient pas une image complète de l'intégralité de la situation. Les éléments de preuve présentés en l'espèce ne prouvent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que le RSK ou le général Mladic auraient autorisé des actes ou des attaques illégales. Ils ne prouvent pas que la terreur était le but poursuivi, pas plus que n'était le but d'obtenir la mort de qui que ce soit à Sarajevo, suite à des actions qui auraient été délibérées par le SRK ou le général Mladic. Il ne prouve pas qu'il existait une entreprise criminelle commune ou que le conflit de Sarajevo aurait été modulé pour atteindre un niveau imaginaire dans lequel la Republika Srpska aurait souhaité obtenir la satisfaction de ses objectifs avant de participer à des négociations politiques ou autres. Ce qui est prouvé, c'est que le SRK et le général Mladic ont combattu pour défendre leur foyer, leur vie et leurs droits à ce que tout groupe ethnique soit traité sur un pied d'égalité aussi bien politiquement que socialement. Ce qui est prouvé, c'est la difficulté à prendre des décisions pour le général et pour ses hommes qui faisaient face au quotidien à des efforts importants pour défendre eux-mêmes et leurs familles des assauts incessants de l'armée de Bosnie-Herzégovine décidés par le dirigeant politique Izetbegovic, prêt à tout sacrifier pour obtenir ce qu'il voulait. J'aimerais maintenant parler de Sarajevo, qui est évoqué dans plusieurs parties de l'acte d'accusation, où il est question en particulier de transfert forcé de population, de persécution et de génocide. Nous estimons qu'un doute raisonnable assez important peut exister quant à ce qui s'y est passé et aux raisons qui l'ont motivé. Pendant que la défense ne nie pas qu'un certain nombre d'hommes et de jeunes hommes ont été tragiquement tués dans des actes de vindicte personnelle à Srebrenica, ces meurtres, en fait, n'ont rien à voir avec une quelconque enquête bien menée concernant Srebrenica et nous ne saurons donc jamais la réelle vérité. Nous ne pourrons jamais déterminer le nombre exact de personnes qui ont été tuées au cours de ces crimes
qui n'étaient pas des morts au combat, mais qui se sont produites dans des conditions diverses pendant des années avant même de donner lieu aux chiffres évoqués par l'accusation. Nous n'aurons pas cette possibilité car il n'y a pas eu d'enquête correcte. Donc, plutôt que de chercher la vérité et la réconciliation, M. McCloskey vous a demandé de frapper en retour M. Mladic pour ses crimes. Page 44-526 du compte-rendu d'audience. Avec le respect que je dois à la Chambre, je ne crois pas que le mandat de ce tribunal concerne des actes de vengeance ou de vigilance destinés à la vindicte personnelle. Le but de la Chambre doit être la recherche de la justice et de la vérité. C'est la seule façon d'appliquer correctement la justice. Et la vérité seule la vérité peut guérir les plaies de Srebrenica et conduire à la réconciliation et la paix. La vérité, c'est que nous ne saurons jamais si les événements tragiques de juillet 1995 auraient pu être évités. On peut discuter, comme l'a fait la communauté internationale et les Nations Unies en particulier, mais en particulier les États, de savoir si cette communauté internationale et les États-Unis en particulier ont agi en toute bonne foi s'agissant de démilitariser Srebrenica et les troupes de l'ABIH de Nasser Oric, si celles-ci se sont comportés de toute bonne foi en 1993, 1994 ou même 1995 lorsqu'elles étaient appelées à déposer les armes. La démilitarisation était une illusion et un mensonge dans un jeu tragique dans lequel seul Ratko Mladic a adhéré aux objectifs poursuivis en toute bonne foi, c'est-à-dire à la volonté de démilitariser, de rétablir la paix à Srebrenica, pendant que les États-Unis fermaient les yeux sur leurs obligations d'imposer la démilitarisation contre l'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'ils ont apporté un concours actif aux troupes de Nasser Oric pour violer les accords et reprendre la fourniture d'armes. Nous avons vu dans les éléments de preuve présentés que l'armée de Bosnie-Herzégovine n'a fait que s'opposer à l'arrêt de fonctionnement des armes tout en dissimulant les armements et les forces à sa disposition dans l'enclave, à partir de laquelle elle a procédé à des attaques barbares et féroces contre les villages serbes environnants, tuant plus de 1300 Serbes au cours des années précédant 1995. Le général Mladic n'a cessé de plaider auprès des Nations Unies pour que la démilitarisation de Srebrenica soit mise en œuvre et qu'une cessation complète des hostilités soit décidée. Il a réellement cherché à rétablir la paix. Tous les autres participants au conflit avaient des intentions cachées, opposées à la démilitarisation de Srebrenica et au respect de son statut de zone protégée. Donc, il ne doit pas... ce n'est pas le général Mladic qui doit être... à qui l'accusation doit reprocher les échecs de ses tentatives en 1995 et ce n'est pas lui qui doit porter la responsabilité qu'on lui impute. Cette tendance à le fait de rechercher la vengeance a été confirmé par l'enquêteur du bureau du procureur, M. Ruiz, page du compte-rendu d'audience 10417. L'expert militaire Kovac a également indiqué que telle était la cause des meurtres de Srebrenica, page du compte-rendu d'audience 41395. Les crimes de Rich n'excusent pas les crimes de vengeance en 1995, mais les explique et montre pourquoi certaines personnes ont agi contrairement aux ordres du général Mladic concernant les prisonniers de guerre. En outre, les arguments de l'accusation ignorent en réalité qu'en vertu de la loi, Srebrenica était une ville défendue, comme cela a déjà été, comme nous en avons déjà donné une définition lorsque nous avons parlé de Sarajevo. C'est un statut particulier que celui de zone protégée. Ceci a été rendu nul à cause du manquement de la BIH de démilitariser la ville. Le témoin GRM 97 a témoigné et a parlé du manquement à l'obligation de désarmer, de relâcher les Serbes de leur obligation en vertu des accords de Srebrenica, puisqu'ils avaient le droit de légitime défense contre les attaques de la BIH. Le témoin Akashi a dit au secrétaire général que le secrétaire général s'était plaint des faiblesses et manquements des zones protégées des Nations Unies
au Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce en vain, y compris le manquement à l'obligation de démilitariser l'enclave. Aucune des actions de la VRS menée avant l'opération Krieva ne peut être compris comme une preuve de l'intention criminelle de commettre le génocide ou autre, en raison d'une autre conclusion qui est au vu des éléments de preuve qui consistent à conclure que de tels actes étaient des réponses légitimes aux attaques et empiètements des forces de la BIH de Srebrenica et au manquement à l'obligation de démilitariser du statut de Srebrenica en tant que ville défendue. Encore une fois, l'accusation et le conseil de l'accusation, M. McCloskey et l'expert Butler, ont reconnu que l'opération même Krieva 95 constitue un objectif militaire légitime et par conséquent, messieurs les juges, ceci ne peut pas être utilisé comme preuve ou moyen de preuve d'un crime, chose que nous avons pu voir vendredi dernier dans le cadre de notre présentation PowerPoint. Je vous ai montré quels étaient nos points de vue là-dessus. Et maintenant, dans son mémoire, au paragraphe 1116 du mémoire en clôture de l'accusation, l'accusation présente une nouvelle thèse, à savoir que Krieva 95 était censé contraindre les personnes à partir et créer des conditions humanitaires insupportables. Nous avons entendu dire déjà la semaine dernière comment l'accusation a tenté de déformer les réunions qui se sont tenues à l'hôtel Fontana, et ce, contrairement aux moyens de preuve présentés par M. Butler. Ne les laissez pas faire cela. Une fois qu'ils ont dit que quelque chose était illégal et criminel, ils ne peuvent pas revenir là-dessus et prétendre que cela est le cas. Nous avons démontré dans nos arguments que la position de l'accusation consiste à désavouer non moins de 3 experts militaires qui sont les leurs. Et la défense ne peut pas insister suffisamment sur le fait que l'accusation a reconnu, par le truchement de son témoin expert Richard Butler, que pas un seul ordre émanant du général Mladic n'a pu être trouvé concernant les meurtres allégués à Srebrenica. Page du compte-rendu d'audience 16 573 du témoin Butler. Messieurs les juges, ceci est assez convaincant s'agissant du doute raisonnable et d'un acquittement. Un acquittement devient d'autant plus nécessaire que vous examinez les éléments de preuve de l'accusation. À titre préliminaire, on a laissé entendre que l'équipe de défense de général Mladic fait porter la responsabilité au général Karstic pour les crimes de Srebrenica. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Notre rôle ne consiste pas à accuser qui que ce soit, et encore moins à déclarer quelqu'un coupable. La semaine dernière, l'accusation a montré plusieurs vidéos de Potocari pour montrer que les images, je cite, parlent d'elles-mêmes. Images de personnes prenant la fuite, page du compte-rendu d'audience 44 536 et 44 537. Les images qui vous ont été montrées ont été savamment éditées, de sorte que lors d'une série d'images, on vous a montré des civils, alors que le général Mladic s'adressait à eux, et cette partie-là a été coupée par l'accusation, telles que les expressions de reconnaissance envers le général Mladic pour son comportement humanitaire. Vous avez vu ces séquences vidéo. Et maintenant, je vais parler des allégations de transfert forcé. La semaine dernière, M. McCloskey a dit, et maintenant je le cite, page du compte-rendu d'audience 44 537, et je cite, « L'idée que ces personnes sont parties de leur plein gré est insultante. » Fin de citation. Il s'agit de mots forts. Je dois dire que quel que soit le comportement qui est contrarié à M. McCloskey, il est malvenu s'il se tourne vers mon client, si vous penchez sur les raisons pour lesquelles ces personnes sont parties. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Mais penchons-nous sur les moyens de preuve avancés par M. McCloskey sur ce thème, parce que c'est à lui que revient la charge de la preuve. Et ses propres moyens de preuve montrent que l'on ne peut pas faire porter à M. Mladic la responsabilité des transferts forcés de Srebrenica. En réalité, les éléments de preuve de l'accusation montrent que c'était en premier lieu le commandement de la BIH à Srebrenica qui a décidé d'abandonner Srebrenica
et qui a dirigé les civils vers Potocari et la base des Nations Unies qui se trouvait là. Et que les hommes devaient partir en formation militaire depuis Souchari et essayer de percer les lignes serbes, P1547, paragraphe 2. Alors, s'il y a insulte, cette insulte doit se tourner vers le dirigeant musulman de Bosnie, non pas Mladic. Mon client ne peut pas être tenu responsable des actes de cette personne. Il s'agit de preuves soit d'un départ volontaire ou que le SDA et la BIH contraignent ces personnes à partir. Dans les deux cas, le général Mladic n'est pas responsable de cela. Cela étant dit, la pièce P1462 a été versée au dossier en l'espèce en tant que déclaration 65 terres du témoin Malagic. Il s'agit d'un extrait de sa déposition dans l'affaire Tolimir, où M. McCloskey lui-même a recueilli la déposition suivante aux pages 12 et 13 du prétoire électronique. Question. Veuillez nous décrire, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à cet endroit. Que se passait-il? Au mieux de vos souvenirs, réponse. Mon frère aîné, mon mari et mes fils ont décidé à ce moment-là, avec d'autres hommes valides, de rejoindre tout cela à pied. Ils se sont donc dirigés vers le territoire libre. Ils recherchaient une voie de sortie. Ils n'ont pas osé se rendre à Potocari. Ils nous ont dit que les femmes et les enfants et les invalides devaient se rendre à Potocari. Ils nous ont dit que la Fort Prenu allait nous protéger. Ils n'ont pas pu emprunter le même chemin. Encore une fois, les éléments de preuve présentés par M. McCloskey ne permettent pas de prouver que le général Mladic a indiqué où les gens devaient se rendre. Les musulmans de Bosnie ont décidé cela par eux-mêmes. Cela étant dit, le mémoire en clôture de l'accusation reconnaît au paragraphe 1141 que le colonel Karaman du bataillon néerlandais a demandé une autorisation, a demandé à Mladic l'autorisation de partir, à la fois pour les hommes du bataillon néerlandais et les civils de Potocari, parce que les civils de Srebrenica souhaitaient partir. Le mémoire en clôture indique qu'ils souhaitaient partir. Prêtez attention à cela, et c'est que l'accusation a avancé. Le doute raisonnable, par conséquent, est digne d'un acquittement. Maintenant, nous avons la déposition du témoin de l'accusation Franken, donnée au ministère de la Défense néerlandais. La page 6 a été caviardée. Et nous constatons ici, concernant le transport des réfugiés, nous sommes mis d'accord avec Mladic pour que la Fort Prenu supervise ces convois. Notre rôle consistait à être présent le plus possible et à escorter ces personnes. Les hommes ont été séparés des femmes. Les musulmans étaient d'accord pour que les hommes fassent l'objet d'enquêtes pénales sous la surveillance de CICR et de la Croix-Rouge. Et Franken dit il possède le texte en anglais et en bosniaque, texte de l'accord avec Mladic. Et lui-même s'est fondé sur une interprétation orale. Le transport des réfugiés, donc, il ne s'agit pas de déportation ou d'expulsion, de transport forcé, c'est bien le contraire. Si nous regardons l'ensemble des éléments de preuve, il est clair que le personnel des Nations Unies à l'intérieur et à l'extérieur des Nations Unies, à l'extérieur de Srebrenica, ont déterminé qu'une évacuation
dans des conditions humanitaires de personnes de Potocari était une nécessité. Nous avons entre autres entendu le général Nicolai, le commandant Franken et le commandant Boring qui ont tous attesté de cela sous serment dans la salle d'audience. Ils ont utilisé le terme d'évacuation. Les preuves documentaires de la VRS démontrent que ce qu'ils avaient l'intention de faire et ce qu'ils avaient compris à l'époque était une évacuation. Et ce sont ces termes-là qui ont été utilisés. Penchez-vous sur la pièce P1714, par exemple. Sauf votre respect, messieurs les juges, l'accusation, en citant ces événements comme étant des actes de transfert forcé et d'expulsion, qu'ils vont ignorer et déplacer la pléthore de preuves contraires. Regardons maintenant le P1165, la déclaration du témoin à charge Cornelius Nicolai, recueilli par l'accusation en 1996 au paragraphe 59. Diapositive suivante. Encore une fois, si M. McCloskey ou l'accusation se sont insultés par ce qui est dit ici, ce sentiment n'a pas été démontré au moment où ce document a été versé au dossier. Comme nous pouvons le constater, voici ce que dit cette... That night. Le colonel Karimas a commencé les négociations avec le général Mladic cette nuit-là. Et on m'a dit pour la première fois que Mladic se trouvait sur le terrain là-bas. Le lendemain, les négociations devaient continuer avec Mladic. Nous avons donné des instructions au colonel Karimas pour ce qui est de ce qu'il devait faire pendant ces négociations qui ont été menées par téléphone et par écrit. Nous lui avons donné des instructions de rester avec la population civile pour que lui-même ainsi que ses hommes pouvaient surveiller l'évacuation, pour que l'évacuation se passe en conformité avec les règlements internationaux. Et tout de suite, les frappes aériennes cessées, nous avons compris que la population civile devait être évacuée de Srebrenica puisqu'il n'y avait pas de nourriture, de médicaments, d'abri pour les gens qui se trouvaient là-bas. Nous espérions que la Fort Pronu s'occupera de l'évacuation et même nous donnera des camions si nécessaire. Le 11 juillet, j'ai informé le ministre de la Défense néerlandais de l'évacuation planifiée et de notre intention d'utiliser les camions de la Fort Pronu. Il en était d'accord. Il est clair que lorsque la Fort Pronu a cessé les frappes aériennes, il a été décidé d'évacuer des civils de Srebrenica. Il n'y avait pas eu de consultation avec Mladic à ce sujet. C'est les Nations Unies qui ont décidé là-dessus avant la rencontre entre Karimas et le général Mladic. Encore une fois, si le départ des civils de Srebrenica représente un crime ou fait partie d'une entreprise criminelle commune, les éléments de preuve de l'accusation laissent entendre que ce crime a été conçu par la Fort Pronu, ainsi que le ministre néerlandais de la Défense, ainsi que le chef de QG du commandement de l'ABH qui était néerlandais, et non pas par le général Ratko Mladic. Et rappelons-nous que le général Nicolai a parlé de cela de façon sincère lors de son témoignage. Question. Je suppose alors, monsieur, que les instructions et les ordres que vous avez envoyés au colonel Karimas avant sa rencontre avec le général Mladic pour la première fois concernaient l'évacuation et le besoin de évacuer les réfugiés, n'est-ce pas? Réponse oui. Il n'était plus nécessaire d'expliquer au colonel Karimas que cela était nécessaire. Il pouvait comprendre cela. Et il s'agissait tout simplement d'un ordre provenant de la Fort Pronu et dire à l'attention du colonel Karimas que l'évacuation devait avoir lieu. Mais bien sûr, nous devions l'informer concernant la façon à laquelle l'évacuation devait avoir lieu, puisque pour exécuter l'exécution, nous avions besoin de la coopération des forces des Serbes de Bosnie, ce sur quoi il
devait négocier sur les lieux. Monsieur le Président, je pense que le moment est venu pour faire la pause. Le Président, oui, Maître Ivetic, merci de m'avoir rappelé cela. Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12h15.